Ça y est, la roue a tourné, les traîtres sont devenus trahis, et les trahis sont devenus les traîtres. Le grand terrassement d'Eren Yeager arrive enfin sur les territoires de Mar, et alors pour les guerriers, le moment n'est plus à l'hésitation, il n'y aura pas de plan cette fois, il faut frapper. Le combat contre les pro-Yeager commence. Parfois, pour faire les choses bien, il faut savoir se salir les mains. Alors, parlons ensemble de ce 85e épisode de Shingeki no Kyojin, mais ce sera juste avant un placement de produit qui nous soutient énormément. Merci beaucoup. Les détenteurs de l'assaillant ont toujours été des insoumis et nous savons maintenant pourquoi. C'était pour regarder l'attaque des titans sur Netflix. Oui, c'est pour cet instant que ces souvenirs nous guidaient. Grâce à CyberGhost VPN, son détenteur peut regarder des séries et des films et même jouer à des jeux encore non disponibles en France. Autrement dit, le titan assaillant a le pouvoir de connaître l'avenir. Oui, plus besoin d'utiliser le chemin. Déjà des millions d'Eldiens utilisent CyberGhost VPN pour communiquer entre eux. Pour ceux qui vivraient sur une île et qui ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté de la mer, sachez qu'un VPN est une application qui vous permet de surfer sur le web sans aucun mur, tout en protégeant vos données contre les brigades spéciales. Oui, plus besoin d'une cave humide, vous pouvez garder tous vos secrets dans votre poche. Comme Bertolt, Annie et Rainer, cachez votre adresse IP pour que personne ne puisse deviner que le traître, c'est vous. Parce que vous n'êtes pas la proie mais le chasseur, c'est à votre tour de faire tomber les murs d'internet pour profiter des dernières nouveautés internationales en matière de jeux vidéo, streaming, téléchargement et aéronautique. Disponible sur toutes les plateformes, Windows, Mac, OS, Android, iOS, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier d'une réduction de 84%, soit 1,94€ par mois, plus 4 mois offerts. CyberGhost VPN, ne cessez jamais d'aller de l'avant. Il faut bien que quelqu'un se salisse les mains. La roue a tourné et les monstres d'hier adoptent subitement des notes de tendresse. Nous ne les avions pas écoutés ce jour-là, ils étaient nos ennemis. Alors aujourd'hui, acceptons de devenir les traîtres, car pour sauver le monde, il faut bien que quelqu'un se salisse les mains. Bonjour à tous, voici Kita et voici Kamal. Et bienvenue dans l'analyse complète du 85e épisode de Shingeki no Kyojin. Si vous pensez avoir loupé des détails importants et voulez vivre la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit. Et le tout, sans aucun spoiler. Vous êtes prêts? C'est parti. Eren, お前が地下室に行かなくてはならないこと。何も捨てることができない人に何も変えることはできないだろう。何を求めてんだよお前は。謝ってほしいのか。そのままわめき続けてろ。ケリー。仲間と出会ったリヴァイ。進む。ありがとう。待っていたんだろう。この悪魔と戦ってほしい。ずっと。お坊さん。2000年前から。見ててくれよ。誰かを。Sur ce mur, à la veille de la contre-attaque de l'humanité, Samuel se tenait fièrement avec ses amis. Avec eux, il partagea un bout de viande car bientôt nous aurons assez de terre pour élever tout le bétail nécessaire. Soldat de la 104e division, Samuel a donné son cœur pour l'humanité et cela quel qu'en soit le prix. Alors, lorsque le colossal apparut subitement, il était là. Pour sceller Trost, il était là. Pour aider les blessés de Stohess, il était là. Et quand l'heure est finalement venue de contre-attaquer, Samuel est toujours là. Ayant rejoint la garnison des murs sous les ordres d'Anès, Samuel n'a plus de murs à protéger et il est temps pour l'humanité de contre-attaquer. En effet, fruit de tant de sacrifices et d'un courage ardent, la revanche de l'humanité venait de sonner sous le glas terrible de sa victoire écrasante. Marco, 俺もうダメだ。もう巨人と戦えない。どうした？仲間が目の前で食われた。仲間が食い殺されたのに、俺は悲しみも憎しみも感じなかった。 Sous les chaudes journées d'entraînement, Daz n'a jamais été de nature très farouche. Il n'empêche qu'il se demandait bien qui pouvait gagner entre Mikasa et Annie. Sous la neige des entraînements alpins, il fut sauvé par la persistance formidable de son ami Crystalens. Sous la peur des titans venus envahir le district de Trost, le jeune homme fut tenté de se suicider avant que son compagnon Marco Bolt l'en empêche. Si Daz est encore en vie aujourd'hui, c'est donc grâce à ses amis, en qui il a une confiance absolue. Grâce à eux, il s'est engagé à son tour dans le bataillon d'exploration, après avoir témoigné de leur bravoure lors de leur retour de Shiganshina.
À leur côté, Daz se sentait capable de sauver Eldia. Oui, c'était possible. Aujourd'hui, l'humanité contre-attaque et c'est grâce aux efforts de ses amis, Eren, Mikasa, Jean, Floch, Armin et Connie, que l'humanité des murs gagnera. Avec Samuel, ils contemplaient donc avec émotion la course vengeresse de leur victoire, celle de la 104e division, celle de l'humanité, celle du Major et de tous ceux avant lui. Soudain, Armin et Connie s'avancèrent. 急な話ですまんが、今からだ。今から？どこに行くんだよ。そりゃ言えん。だが、まあ、俺たちの故郷ってやつだな。 La trahison, manquement à la parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité est une notion riche d'inversement genré. Et pour nous le prouver, le talent d'Hajime Isayama décidera de scénariser 2 scènes de trahison identiques dans son manga. En effet, la trahison de Connie et Armin reprend l'action identique de Reiner et Bertholdt en épisode 6 de la saison 2, à la différence très importante qu'elle se situe cette fois-ci de l'autre côté du miroir, afin que le spectateur puisse saisir que tout n'est qu'une question de point de vue. Ainsi, l'action principale de cet épisode est à contempler depuis le point de vue de Daz et Samuel, comme les protagonistes de la séquence. Ici, Daz est Eren et Samuel Mikasa, tandis qu'Armin et Connie sont en réalité Reiner et Bertholdt. La séquence va donc adopter un mimétisme dramaturgique en faisant dans un premier temps monter la tension, car si nous avions le point de vue de Samuel et Daz, voir Armin et Connie crier de nulle part nerveusement nous ferait ressentir que l'orage approche, et avec lui, une révélation choc. Comme pour Eren qui se souvenait qu'il connaissait l'information sur l'identité du cuirassé grâce à Angie Zoe, la situation est ici désamorcée avec les héros qui supposent également l'identité des traîtres, Armin et Connie. Le malaise est donc mis en place, on ne sait pas si tout cela est vrai ou non. Alors, pour désamorcer la situation et se rassurer, Eren, comme Samuel, pose une question toute primaire à l'antagoniste, affirmant que la situation n'a aucun sens. Face à cette absurdité, le vent se met à souffler, le drapeau se brise, la mer rugit et une vague éclate contre le port avant la révélation explosive. La tension arrive à son comble, la main tremblante sur le fourreau, la main hésitante sur le détonateur. La catastrophe s'annonce. Reiner dévoile ainsi le choc ultime en cicatrisant son bras et en dévoilant son pouvoir de titan. Les titans se transforment donc derrière Armin et Connie. Sans perdre une seule seconde, Mikasa exécute Reiner. Samuel exécute Armin, mais Reiner survit et Armin aussi. Connie est mis en joue, Mikasa s'attaque à Bertholdt. Cependant, Reiner défiguré le sauve et Armin défiguré sauve son ami. Enfin, Eren crie à la traîtrise en repensant à ses amis et laisse parler sa colère. Samuel crie à la traîtrise en repensant à ses amis et laisse parler sa colère. Malheureusement, à la fin, le traître l'emporte. Heureusement, à la fin, le traître l'emporte. そうか。お前らな。お前らは兵士でも戦士でもねえよ。ただの人殺しだ。 Tout ce parallèle plastique et verbal, vous l'avez compris, servira ici la défense de Reiner et Bertholdt face aux accusations qui étaient faites à leur encontre autrefois. En imitant exactement la même scène avec des personnages supposés gentils, nous saisissons donc à la fois que Connie et Armin sont des traîtres exactement de la même manière que le furent donc par leurs gestes et paroles Reiner et Bertholdt. Mais également que les deux guerriers étaient de leur point de vue les deux gentils, puisqu'ils exécutaient exactement les mêmes gestes et paroles que Connie et Armin que nous considérons comme gentils. Soldats comme guerriers n'ont jamais voulu en arriver là, les 4 ont regretté. Ainsi, et comme à son habitude, l'auteur n'a eu de cesse de nous manipuler en nous laissant nous emporter par la colère. En effet, à l'époque, nous embrassions les paroles d'Eren Yeager qui exprimait son dégoût terrible envers le sourire hypocrite de Reiner Braun. Comme lui, nous avions envie de vomir. Et l'on comprend que si à l'époque l'on pensait ça de Reiner, alors on devrait penser exactement la même chose aujourd'hui d'Armin. 誰が人なんか殺したいと思うんだ。嘘じゃないんだ。コギ、ジャン、確かにみんな騙したけど全てが嘘じゃない。
本当に仲間だと思ってたよ。 Cependant, cette fois-ci, et contrairement à Samuel qui le vit lui pour la première fois, nous sommes nous en mesure de faire la comparaison, de constater que les rôles sont très facilement interchangeables et que rien n'est blanc ou noir. En effet, Samuel et Daz ressentent exactement le même sentiment que vous ressentiez lors du choquant épisode 6 de la saison 2. Ils ressentent exactement la même chose que les héros devant Reiner et Bertholdt. Le choc, le désespoir, la trahison. Mais pour nous, comme pour Connie, qui s'est déjà fait trahir ce jour-là, se voir donc insulté de traître est encore plus bouleversant. Et pour la simple et bonne raison que c'est vrai. Oui, ce sont bel et bien des traîtres, mais des traîtres vis-à-vis d'une cause qu'ils ne veulent plus servir. À ce moment-là, des dizaines de circonstances atténuantes nous viennent donc à l'esprit. Le grand terrassement est trop violent. Protéger l'île, oui, mais pas comme ça. Il y a d'autres moyens de sauver Eldia. Je ne suis pas traître, c'est vous qui abusez. Je ne suis pas traître, vu que moi, le terrassement, je l'ai jamais défendu. Je ne suis pas traître, c'est vous qui trahissez nos valeurs, car normalement, on tue des titans, pas des êtres humains. Alors, qui sont vraiment les traîtres? んなこと分かってんだよ。お前にわざわざ教えてもらわなくてもな。それでお前は満足かよ。もうお前が知る俺らはいねえんだぞ。泣きわめいて気が済むならそのままわめき続けてろ。 En y réfléchissant, ce qui nous glace le sang le plus à cet instant précis, c'est de nous dire que oui, ni Reiner ni Annie, comme Bertholdt, n'étaient des traîtres. Si l'on refute l'idée que Connie en soit un, alors il en va de même pour les guerriers. C'est seulement en ayant été trahi et en devenant à son tour le traître que l'on saisit pleinement l'étendue de cette notion. Elle n'existe pas. Pour eux, à l'époque, comme pour Connie maintenant, ils ne pensaient qu'à faire le bien. Les trahis vivent le temps présent de la trahison, tandis que les traîtres, eux, portent le poids du passé qui n'a aucune chance de l'emporter dans une joute verbale au présent. En effet, la panique envahit la tête pourtant déjà bien étriquée du pauvre Connie. Car comment expliquer que c'est plus compliqué que ça? Comment leur expliquer que je ne suis pas un traître? Soudain, sa pensée se tourne donc naturellement vers le cas de figure le plus semblable de tous. Et alors, c'est le drame. À l'époque, alors qu'ils tentaient de nous l'expliquer, nous ne les avons pas écoutés. Alors aujourd'hui, j'ai beau essayer de leur expliquer, ils ne m'écouteront pas non plus. C'est peut-être plus facile de l'accepter. Oui, je suis un traître. 僕らに謝る資格なんてあるわけない。けど誰かお願いだ。誰か僕らを見つけてくれ。 Maintenant, nous comprenons pourquoi Reiner, sur le mur, disait ne plus pouvoir distinguer le bien et le mal, et surtout, être un guerrier et l'assumer. Il aurait simplement pu dire « Oui, mais non, attendez, je vais vous expliquer ». Mais non, il l'assume parce que c'est vrai. Oui, c'était plus compliqué que ça, mais il n'aurait pas compris. Alors, il assume et le dit haut et fort. Aujourd'hui, Connie fait comme Reiner et se bat en assumant ses actes jusqu'au bout. Les soldats deviennent guerriers. Maintenant, nous comprenons Bertholdt qui cherchait à être trouvé pour mettre fin à son supplice. La culpabilité était tellement immense qu'il voulait être arrêté, mais n'avait pas la force de ce pauvre fermier. Nous saisissons surtout alors toute l'importance de son dialogue à l'époque. Ce jour-là, Connie avait tout entendu car le guerrier s'adressait directement à lui. Il lui disait qu'ils étaient vraiment amis, que rien n'était faux. À l'époque, c'était aberrant, insultant, hypocrite. Et maintenant, Connie a envie de dire exactement la même chose à Samuel, lui justifier que c'est bien plus compliqué que ça. Mais quelle insulte ce serait pour le soldat qui ne veut que défendre son île, les ailes de la liberté dans le dos. La roue a tourné et Connie saisit en un instant qu'il est absolument impossible de convaincre le trahi. Il le sait car il est déjà passé par là. Malgré lui, son premier réflexe aura été donc de prononcer la même phrase que prononça Bertholdt lors de l'épisode 11 de la saison 2 pour se justifier. Et c'est en la disant qu'il comprit alors la terrible position du guerrier ce jour-là, comme il réalise avant tout que cela ne lui avait fait ni chaud ni froid. Alors, forcément, aucune chance aujourd'hui que cela touche le cœur de Samuel. L'interdit est alors commis.
Le cheminement de pensée de Connie est habilement présenté grâce à la case de Bertholdt qui exprimait dans le creux de la main du cuirassé les mêmes remords que Connie aujourd'hui. Le cycle de la trahison est donc désormais complet. Comme l'arc narratif de Rainer Braun depuis le haut de ce mur adopte lui des notes vertigineuses. Maintenant que nos héros font subir les mêmes horreurs que nous avons qualifiées de trahison avec Rainer il y a 5 ans, nous ne pouvons que imaginer la souffrance terrible qu'il a dû endurer pendant si longtemps. Ainsi, tout comme Connie, nous réalisons enfin que la vérité n'existe pas, qu'elle ne dépend que d'un point de vue, que tout le monde peut être un traître ou être trahi, pour peu que les autres en décident ainsi. Depuis des années, ils étaient synonymes de mystère, de destruction, mais surtout de peur. Le titan féminin, le titan cuirassé sont aujourd'hui de retour et il est fascinant de constater que c'est rassurant. Ils sont aujourd'hui salvateurs. Ça fait bizarre de voir le cuirassé et le féminin intervenir pour tuer des soldats du bataillon d'exploration, mais cette fois-ci, on est ravis, on est même rassurés, on a besoin d'eux, et donc on se rend compte que le pari d'Hajime Isayama est une nouvelle fois réussi. Il a inversé tous les codes de son manga, les traîtres deviennent les trahis deviennent les traîtres, et on est super heureux de voir le titan féminin, comme dans la première saison, au final, tuer nos anciens camarades. Finalement, c'est vrai que c'est une véritable prouesse de constater finalement que vous et moi, nous sommes pareils, et qu'on est sur la même situation, à savoir Titan qui tue Elle de la liberté. Nous étions tristes, nous sommes heureux, et pourtant c'est exactement la même chose. C'est vraiment un pari extrêmement bien ficelé, et c'est quelque chose que comprend finalement Rainer Braun en saisissant ce que lui disait Eren Yeager à l'époque, lorsque maintenant, devant lui, Armin, Jean, Connie et Mikasa se disent être prêts à se salir les mains. Il se dit qu'en fait, de chaque côté des murs, il existe des gens prêts à les briser, des gens qui sont capables de se salir les mains pour faire un plus grand bien. Et alors c'est en saisissant ces paroles terribles qu'il se dit qu'il doit mettre un terme à tout ça et qu'il ne laissera pas ceux qui ne sont pas encore salis les mains se les teinter. C'est le véritable paradoxe de l'adversaire, ce que nous a montré l'auteur depuis le tout début. Maintenant que nous saisissons entièrement qui sont les gentils en réalité des méchants et des méchants en réalité des gentils, que finalement, c'est en comprenant l'autre, en saisissant qu'il est comme moi, qu'on peut entièrement le détruire. Comme Théo Magat qui a toujours saisi que les Eldiens étaient des démons, mais pourtant il comprenait très bien qu'ils n'avaient rien fait de mal. Juste, c'est un militaire, c'est quelqu'un qui doit obéir aux ordres. Et Eren, dans cette cave, avait saisi que le monde n'était ni blanc ni noir. Et alors, c'est justement quand on saisit parfaitement son adversaire qu'on peut jouer carte sur table. Et paradoxalement, c'est quand on devrait le connaître complètement qu'on devrait le comprendre. Et alors, arrêter de jouer. On a donc un épisode qui s'articule autour de la traîtrise et on se rend compte que la dernière traîtrise de cet épisode, c'est le mangaka envers ses lecteurs. Parce que voir Annie et Rainer intervenir, se rendre compte qu'on a besoin d'eux, de ces tueurs de masse, de sang-froid, qui ont pas peur de se salir les mains, et bah c'est ça la dernière traîtrise. C'est de se rendre compte que merde, et bien au final, nous on n'a pas pu rester comme Eren Yeager dans notre haine, non, on a besoin d'eux, et je trouve que accepter cela, c'est la véritable trahison. Accepter qu'il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants. ダメだできない。誰かがやらなくちゃいけないんだよ。誰かが自分の手を血で染めないと。 La notion de se salir les mains, vous l'avez donc compris, est très importante parce que de 1, elle va faire référence à Bertholdt Hoover. Aujourd'hui, on peut enfin le comprendre parce qu'on est dans sa position. À l'époque, c'était niet, c'était vraiment t'es un enfoiré, on va te couper la tête, on va pas réfléchir une seule seconde. Aujourd'hui, on le comprend. 確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には、何も変えることはできないだろう。
Mais là où cette phrase est encore plus importante, c'est pour Armin, qui marche pour la première fois sur les pas d'Erwin Smith. Lui qui a été choisi à sa place, comprend, comme Erwin Smith, l'utilitarisme. Il comprend que des fois il faut faire des sacrifices, il comprend que des fois il faut faire un mal pour un plus grand bien. Il faut donc savoir se salir les mains. ちょっといいか話があるんだがアルミン俺たちは5年前壁を破壊して人類への攻撃を始めた急いでアズマビトに止めるようにさせろ。何言ってんだお前何を言っている？ Mais une philosophie qui a vraiment pas de frontières, devenir un monstre pour combattre des monstres, on est carrément devenus les titans cuirassés et féminins pour affronter d'autres monstres qui ne sont que nos camarades d'armes. Est-ce que Flock Foster n'a pas cette philosophie-là depuis le début? Lui qui se dit qu'il va tuer les Azumabito parce que finalement, on va éviter de prendre des risques inutiles, on va les exécuter afin de faire un plus grand bien, s'assurer que le grand terrassement pour Eldia fonctionne, s'assurer que tout le plan marche comme sur des roulettes. Le personnage de Flock est jusqu'au bout très intéressant et la première chose de pourquoi il est si impactant ce personnage, je pense que ça va être pour son seiyuu et on peut le dire pour tous les autres personnages aussi. Pourquoi les personnages sont si vivants, ça va être grâce à leur doubleur. Pour le coup, moi j'ai été ultra impressionné de voir à quel point il donne de l'humanité à un monstre. Parce que Flock Foster il est pas subtil, il va assassiner des gens de sang-froid, c'est un peu devenu le méchant alors que pourtant il a du bon en lui, il est plein de bonne volonté, comme vous l'avez vu au début de partie avec les traîtres. Pour lui c'est pas du tout un traître, pour lui tous les autres c'est des traîtres, il le dit d'ailleurs, ils nous ont trahis. Donc lui il est plein de bonne volonté, il veut juste défendre sa patrie, il veut défendre Eldia, l'île de paradis. Et son seiyuu, sa voix le rend ultra humain. Il se questionne, comment il parle, jusqu'à l'autre côté du miroir avec cette fois Samuel, Daz, c'était vraiment quelque chose de très touchant parce que les seiyuu font un travail remarquable. Voilà, je voulais le noter. On en arrive au point culminant de cet épisode qui finalement n'est pas les titans, n'est pas la traîtrise, mais c'est quelque chose de bien différent, quelque chose qui a la plus grande importance de tout le manga puisqu'elle va véhiculer la philosophie, le message propre et la morale de l'attaque des titans. Ce sont les excuses de Théo Magat. Pourquoi? Puisqu'il va reprendre ce que nous avons théorisé, à savoir, vous connaissez déjà très bien la théorie du couteau, le triptyque du couteau dans l'attaque des titans, à savoir comment s'assurer de mettre fin au cycle de la haine, de la vengeance pour qu'on puisse avancer dans un monde de paix. あれ力の加減が下手だよ次はお前がならず者をやる番だどうした En effet, en 10 ans d'écriture, le mangaka aura réfléchi au meilleur moyen de briser le cycle de la vengeance représenté dans son manga par un couteau, et propose ainsi 3 alternatives possibles dont seule la dernière ne présente aucun écueil. La première est d'enterrer le couteau, c'est la méthode Fritz. Pour éviter de reproduire les erreurs du passé, vous décidez d'enterrer le couteau et de faire comme s'il n'avait jamais existé. Cependant, ignorer les horreurs de jadis, à l'instar du négationnisme dans notre monde, ne permet pas l'apprentissage de cette dernière pour ne plus les réitérer. Effacer donc la mémoire de son peuple pour l'abrutir le poussera toujours à chercher la vérité, comme le fit Erwin Smith. Alors, si cela ne fonctionne pas, il y a la deuxième solution. Brandir le couteau et perpétuer infiniment le cycle de la haine et de la vengeance. C'est la méthode Jaeger, du chasseur, ce que fit Eren après Rainer Braun et ce qui poussera Gabi Brown à le reproduire à son tour après Eren. Ici, la victime devient le bourreau d'une nouvelle victime. C'est donc dans ce second écueil que l'auteur nous prouve plastiquement l'appartenance de Gabi comme nouvelle Eren au-delà des eaux. Comme lui, elle souhaite exterminer la menace qui plane sur son monde. Comme lui, elle a ce feu qui brûle dans son cœur et ce démon qui l'habite. Cependant, Gabi, elle, a un tour d'avance sur le chasseur. En effet, elle a été témoin de la troisième solution, la seule viable, l'unique possibilité. Conservez le couteau. Lorsque vous êtes en position de vengeance, le couteau en main, vous ne l'enterrez pas, vous ne le brandissez pas non plus. Vous le conservez aux yeux du monde, aux yeux de votre ennemi et des enfants, générations futures. Face à un tel geste, l'adversaire, comme les enfants, ne peuvent saisir que l'absence de manichéisme du monde dans lequel ils évoluent. Oui, la guerre a existé, mais il ne faut pas la nier. Oui, la guerre a existé et il ne faut pas chercher à se venger.
Donc, face à ce couteau conservé, macabre totem, comme nous conservons les vestiges des guerres passées dans nos musées, l'histoire retiendra les erreurs commises autrefois pour ne surtout pas les répéter. C'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire. C'est très important d'intérioriser ces notions pour comprendre que l'arc final, spectaculaire, bouleversant, choquant, violent qui va arriver sur le grand terrassement est en réalité un combat idéologique de tout le travail d'Hajime Isayama, à savoir les deux écueils, deux énormes fails de l'auteur versus la seule solution viable qu'il a trouvée à la fin. Théo Magat le dit, ce sont à eux, les générations futures, de s'assurer que tout ce qui a été fait ne se reproduira plus. Tandis qu'Eren, lui, réalise les deux écueils en simultané. À savoir qu'il brandit le couteau contre son adversaire, il va répéter le cycle de la vengeance, mais également, il va le briser. Il va réduire à néant toute l'humanité et toute l'histoire. En faisant ça, il brandit le couteau et il le jette. Il va tuer son adversaire et faire en sorte qu'il ne se relève plus jamais pour que l'histoire ne le retiendra même pas. エレン・イェーガーは全てを消し去るつもりだ。それは許せない。愚かな行いから目をそらし続ける限り地獄は終わらない。ただ世間が狭くなるだけのことです。 En diminuant cet espace de vie, en diminuant ces horizons, comme le dit Madame Azuma Bito, il n'y aura plus qu'Eldia. Et s'il n'y a plus qu'Eldia, c'est le début du manga. C'est comme si la mémoire était effacée sans que la mémoire est effacée, puisque les livres d'histoire diront simplement qu'il y a Eldia et toute une planète entière dévastée, vide de vie. Alors, le combat idéologique commence, les deux écueils d'Hajime Isayama contre sa seule solution viable, s'assurer que le futur n'oublie jamais. だが、この血に濡れた愚かな歴史を忘れることなく、後世に伝える責任はある。 Nous avons donc la toute première mention du devoir de mémoire, explicite par Théo Magat qui le dit. Il le dit, certes, on va s'excuser, certes, on va aller de l'avant, mais il ne faut surtout pas oublier ce qui s'est passé. C'est ce que beaucoup de personnages dans Shingeki no Kyojin vont faire. Ils vont aller de l'avant, toujours, Eren le premier, mais par contre, ils vont faire table rase du passé. Ils vont se dire, bah c'est comme ça, allez hop, on avance. Alors que non, il ne faut surtout pas réitérer les erreurs du passé. コニー、アルミ、ミカサ、ジャン、コニー、ジャン。 Et là où Théo Magat brille à nouveau, c'est au final en citant les noms de chacun de ses ennemis. Comme Bertolt Hoover à l'époque, dans La main du cuirassé, le disait. Il citait les noms de ses ennemis. Mais à ce moment-là, si on cite un par un les noms de ses ennemis, c'est plus vraiment nos ennemis, c'est plus des démons. Jusque-là, dans SNK, tous les ennemis de Mar, c'était des démons insulaires, c'était des Eldiens, c'était cette race inférieure. Là, on a un personnage adulte qui a vécu toute sa vie à vouloir les tuer, qui prononce leur nom. C'est donc très fort et c'est exactement ce que faisait Bertolt. Au final, si on prononce donc des noms, est-ce que ce ne sont pas nos amis? エルディア人は悪魔の末裔に違いありません。そして私たちは悪魔に違いない。 Ou en tout cas, c'est ce qu'on explicitait vis-à-vis du paradoxe du rival. Ce ne sont plus nos ennemis, mais nos rivaux. C'est des gens que l'on respecte, c'est des gens que l'on apprend sont différents de nous. Et pour cela, Théo Magat va devoir faire un travail sur lui-même. Alors, c'est en regardant Gabi, cet enfant qui s'était agenouillé devant un adulte et qui donc lui avait montré comment briser ce cycle de la haine et de la vengeance, que Théo Magat le comprend. Il a un regard triste et il comprend qu'il ne fait plus partie de ce monde, il n'a plus réellement sa place, c'est au tour de la jeunesse, au courant des horreurs commises, de forger un meilleur futur. Et lui, ça, il en est incapable, il ne pourra jamais le faire. Et donc, il a ce regard triste, ce petit regard triste, qui comme un autre personnage, regarde toujours en arrière. Il est donc temps, pour la toute dernière fois de Shingeki no Kyojin, de faire une rétrospection.